15h passées de 34 minutes. Merci d'être avec nous en direct sur Radio J. On ouvre maintenant notre rendez-vous littéraire. Bonjour Shlomo Malka. Bonjour Steve. On vous retrouve pour Pont Neuf. Shlomo, vous recevez aujourd'hui François Heilbronn. Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre avec François Heilbronn. Nous consacrons cette émission à Joseph Kessel à l'occasion de son entrée à la Pléiade et de la parution d'un livre réunissant l'ensemble de ses articles sur Israël et qui paraît aux éditions Artaud. François Heilbronn, bonjour. Bonjour Shlomo. Merci Bonjour d'être Steve. avec nous. Vous êtes enseignant à Sciences Po. Vous êtes président de l'association des amis de l'université de Tel Aviv. D'abord, d'où vient votre lien si fort avec Joseph Kessel ? C'est un lien historique et c'est un lien littéraire. J'ai un des chants que je préfère, c'est le chant des partisans. C'est Kessel qui l'a écrit à la demande de son ami Maurice Druon. Avec son neveu Maurice Druon. Et c'est surtout Kessel qui l'a écrit. Et puis quand il arrive à Londres en 1943, il veut s'engager dans les forces françaises libres aériennes et De Gaulle lui dit « Non, vous avez 45 ans, ça va, monsieur Kessel, j'aime votre plume, écrivez-moi le roman de la Résistance ». Et il écrit L'Armée des Ombres, qui est pour moi le plus beau texte sur la Résistance. À partir de là est né... je suis bibliophile par ailleurs, un intérêt bibliophilique pour Kessel. Et donc, j'ai collectionné beaucoup d'éditions originales, des lettres, des manuscrits. Et je suis aussi, comme vous l'avez rappelé, un militant sioniste. Et Kessel a été pratiquement toute sa vie un militant sioniste. Et j'ai aimé ses textes d'amour à Israël. Alors, la première rencontre avec Israël, son premier voyage s'est fait par l'intermédiaire du président de l'État, de celui qui deviendra le président de l'État d'Israël, Chaim Weizmann. Il est tout de suite séduit par les paysages, par la géographie, par les habitants, et il dira à Michel Droit, ces hommes, c'est vraiment le sel de la terre. Tout à fait. Alors, Kessel n'a pas eu du tout d'éducation juive. Ses deux parents étaient juifs, des juifs d'origine russe. Lui, il est né dans une colonie juive à Santa Clara, en Argentine, en 1898. Et puis, il a voyagé en Argentine, en Russie, et puis finalement à Nice, où il était au lycée Masséna, comme son copain d'ailleurs, Romain Gary. Il fait la Première Guerre mondiale, après il devient journaliste, écrivain, et il est assez en vue dans les années 20, il est tout jeune, mais il est assez en vue, et il y a quelqu'un avec qui il est très copain, qui s'appelle Salomon Poliakov, qui est un militant sioniste actif, et qui veut utiliser la plume de Kessel, le savoir de Kessel, comme grand reporter, c'est déjà un grand reporter connu, pour couvrir le sionisme en Palestine. Et il le présente à Weizmann. Et Weizmann essaie de le convaincre pour partir en Palestine, et Kessel lui dit « Écoutez, moi je ne suis pas sioniste, pas du tout. Je ne sais pas très bien ce que c'est, ça me paraît une utopie très belle, mais enfin une utopie. Et puis si vous m'invitez, vous m'offrez l'occasion d'un beau voyage. Alors avec joie, mais c'est tout, je m'engage pas davantage. » Et Weizmann lui paye son voyage en Palestine, et lui paye son voyage aussi en Liban et en Syrie. Et il est très content parce qu'au moins, il finance ses voyages pour faire des reportages. Et il va couvrir ça pour Paris Soir, qui est le grand journal pour lequel il collabore à ce moment-là. Et donc là, il va tout faire. Il va visiter tous les, tous les coins et recoins d'Israël. Il visite notamment le kibbutz. Il est fasciné par le creuset que constitue le kibbutz, par les communautés venues des quatre coins du monde. Ça donnera lieu donc à une série de reportages qui sont rassemblés sous le titre Terre d'amour, et il devient, comme vous le dites, un militant de la cause. Il dit, il y a un contraste curieux. Toutes les objections, on les dresse hors de Palestine. Une fois qu'on y met les pieds, elles disparaissent. Ça n'a pas changé d'ailleurs de ce point de vue. Tout à fait. C'est vrai que ça n'a pas changé, parce que quand vous emmenez des amis juifs ou non juifs d'ailleurs, je dirais 8 sur 10 ou 9 sur 10 ont ce coup de foudre et cet étonnement quand ils arrivent en Israël. Et c'est vraiment un coup de foudre, un étonnement. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il le dit. Il dit, c'était un coup de foudre. Je me suis attaché pour toujours à la cause du sionisme. La vie au kibbutz m'a laissé un souvenir ébloui. C'était quelque chose d'exceptionnel. La gentillesse, l'hospitalité, je me suis senti juif. Même s'ils avaient été des hommes verts avec 2 cornes sur la tête, et si ces verts cornus avaient fait ce que ces gens faisaient en Palestine, j'aurais été pour eux à fond.
Et donc il le dit et devient vraiment un militant sioniste à ce moment-là et publie Terre d'amour, et cette série de reportages superbes qu'il dédicace à ses parents, qui l'ont fait découvrir cette terre d'amour qui est la Palestine, qui deviendra Israël. Alors, on ne sait pas toujours qu'il a eu le privilège d'avoir le tampon numéro 1 sur son passeport à le tampon numéro 1 de l'État d'Israël. Il atterrit en avion à Haïfa alors que on venait de proclamer l'État d'Israël et il y a eu sans doute probablement une petite cérémonie puisque c'était le premier arrivant. Oui et non. C'est-à-dire que le 15 mai 48, il sait que Israël va déclarer son indépendance le 14 mai, il sait que la guerre menace, et il convainc ses deux amis, Pierre Lazareff et Charles Gombault, qui dirigent François, de l'envoyer comme correspondant pour couvrir cette guerre qui frémit. Et évidemment, ils sont très intéressés. Donc, il est dans un tout petit avion qui s'appelle le Petrel, et il essaye de se poser. Ils n'arrivent pas à se poser. Il veut se poser à Tel Aviv. Et d'ailleurs, quand il survole Tel Aviv, il est sidéré de ce qu'il voit, parce qu'il n'est pas revenu depuis 1926. On est en 1948, donc il voit le changement. Et le pilote ne peut se poser qu'à Haïfa. Et quand il se pose à Haïfa, voilà ce qu'il écrit. Sur la piste, 3 garçons en chemise et short kaki, uniformes de tous les pays chauds, se dirigent vers nous, qui apprennent alors que l'avion est le premier à toucher le sol de l'État d'Israël et qu'ils sont les premiers à débarquer. Kessel s'avance, son passeport à la main, et le garçon jeune, roux et rude, qui appose le visa d'entrée son passeport, lui dit, aussi ému que lui, « Vous avez le visa numéro 1 ». Voilà. Mais c'était en fait une baraque, aéroport d'Haïfa, je ne savais même pas qu'il y avait un aéroport à Haïfa, une baraque où il y avait 3 jeunes Israéliens, et c'est vrai que depuis minuit, c'était l'État d'Israël. Et donc, c'était le premier avion à se poser, et donc Kessel a le visa numéro 1. Et là, pendant 6 semaines, il va... Et le douanier, d'un air bourru, et ça non plus, ça n'a pas changé, il dit, vous avez le passeport numéro... le tampon numéro 1. Alors, c'est un garçon jeune, roux et rude. On l'imagine très bien, en short kaki. Alors, à partir de là, il fera une conférence à Paris, à la Maison de la Chimie, peu de temps après la proclamation de l'État d'Israël, très exactement le 25 juin 48. Et puis, il faut consacrer un moment à ce dernier grand reportage en Israël de Joseph Kessel, Les Fils de l'Impossible. C'était au lendemain de la guerre des 6 jours. Il sera reçu par David Ben Gourion, qu'on appelait, comme vous le savez, mais vous savez tout, mon cher François, le vieux lion. Et il faut savoir que Joseph Kessel, on l'appelait le lion, ou le vieux lion, donc d'un vieux lion à l'autre, et il se ressemblait, pas par la taille, hein. Joseph Kessel avait votre taille, et Ben Gourion était un peu plus petit que moi. Donc, ils avaient la même crinière blanche et les mêmes origines aussi. Tout à fait, les mêmes origines, bien que Kessel était plutôt juif russe, c'est vrai que Ben Gourion était plutôt juif polonais, mais bon, c'était les juifs d'Europe de l'Est, et Joseph Kessel avait un visage très typé, très slave, très carré, d'ailleurs, comme son copain Gary. Mais vous avez sauté un peu trop de l'événement. Il nous reste combien de temps ? Non, allez-y, vous avez le temps. Parce que là, vous êtes passé à 70 quand il voit Ben Gourion. Mais quand il est en Israël en 48, il reste 4 semaines à couvrir tous les combats. Et j'aimerais vous lire 2-3 citations de ce qu'il écrit à ce moment-là et qu'il publiera dans un très beau texte qui s'appelle Terre de feu, qui a été repris dans le livre que vous avez cité tout à l'heure, Reportage sur Israël. Et voilà ce qu'il écrit sur cette guerre. D'un côté, il y avait les États arabes sans cohésion, uniquement menés par les ambitions de leurs maîtres, et dont les troupes, parce qu'elles ne savaient pas pourquoi elles se battaient mal. De l'autre côté, il y avait cet extraordinaire peuple juif, sorte de légion étrangère qui s'était assemblée sur le sol des ancêtres, qui avait retrouvé pour langage commun la plus vieille des langues mortes, et nourrissait pour ce sol et cette langue le respect, l'attachement, l'amour passionné des hommes, qui voient pousser une maison, croître un arbre, fleurir un jardin né de leurs mains. Les hommes de ce peuple ne luttaient pas pour des conquêtes ou des avantages économiques ou des convoitises politiques. Ils défendaient leur vie profonde et toute nue. Et ils disaient « Nous possédons la plus sûre des armes secrètes. Elle se tient en 2 mots, où aller ?» Et j'ai voulu vous lire ce passage, parce que d'abord, il est superbement écrit, comme toujours avec Kessel, avec beaucoup d'emphase, de tendresse, d'affection et de sensibilité. Mais ça me fait penser aussi au peuple ukrainien. Le peuple ukrainien qui fait face à une agression insupportable, et violente et barbare, comme souvent avec l'armée russe.
et qui se défend un peu de la même manière, avec courage et avec ce mot « où aller ?» On attaque mon pays, où aller ? Et ils le défendent jusqu'au bout. Et je pense que Kessel aurait été du côté du peuple ukrainien aujourd'hui. Sûrement. Il faut dire aussi que le manuscrit d'un de ses livres sera déposé à l'Université hébraïque de Jérusalem, comme son épée d'académicien. Je crois que sur son épée, Alain Finkielkraut a sur son épée d'académicien Aleph, et pour ce qui concerne Kessel, c'est Shalom. Et cette épée d'académicien, il l'a transportée à Jérusalem. C'est Jean d'Ormesson, qui l'a transportée à Jérusalem et qui dira « On demande parfois à quoi sert l'Académie française ? À rien, tout comme cette épée. Pourtant, cette épée est un instrument de combat, un instrument de paix. Je crois que Jeff Kessel, on l'appelait Jeff, aurait voulu qu'elle s'appelât Shalom. » Tout à fait, mais à nouveau, vous sautez tout. Là, on est en 1983. Eh oui, mais... Et Kessel est mort en 79. Mais alors, il nous reste combien de temps dans votre émission ? Il nous reste un petit quart d'heure. Ah bon, alors on peut revenir en arrière. Parce que on était au deuxième voyage de Kessel en Israël. Oui. Il retourne une troisième fois, qui est en 1961. Et lui, il va suivre le procès Eichmann. Mais lui, il va vraiment suivre le procès Eichmann. Pas comme Hannah Arendt. Hannah Arendt qui allait faire du tourisme intellectuel pendant une semaine et qui est revenu... Absolument, qui est resté 3 jours. Voilà, et qui est revenu avec un livre débile et des expressions débiles sur Eichmann, tandis que Kessel, bon journaliste, bon reporter, va couvrir tout le procès d'Eichmann. Et il écrit à ce propos « J'avais connu là-bas le temps des pionniers, puis le temps des guerriers, voici le temps des juges. » Et il sort à ce moment-là sa trilogie, qu'il appelle Terre d'amour et de feu, où il reprend Terre d'amour de 27, Terre de feu de 48, et le temps des juges, avec la couverture du procès Eichmann. Et je vous encourage à lire ce texte sur le procès Eichmann, parce que c'est remarquable, c'est de finesse psychologique sur comment fonctionne Eichmann, ce qu'il voit d'Eichmann, et c'est pas la banalité du mal, justement, c'est l'horreur du mal, contrairement à Hannah Arendt. Et deuxièmement, c'est aussi le témoignage sur les témoins qui témoignent au procès d'Eichmann. Et, alors, effectivement, à cette occasion aussi, puisque c'est 1961, c'est au moment des 13 ans de l'indépendance d'Israël. Et il écrit quelque chose d'assez juste. Dans la religion hébraïque, note-t-il, lorsqu'un garçon atteint 13 ans, on célèbre sa bar mitzvah. Il entre dans l'âge d'homme. Alors voilà juste 13 ans qu'Israël existait. La fête de l'indépendance était cette année en même temps sa bar mitzvah. Du soir au matin, tout un peuple danse et chante dans les rues. Je n'avais jamais vu un peuple danser ainsi. Donc il est toujours fasciné, il est toujours amoureux d'Israël, quelles que soient les époques. Alors, on va revenir, parce que j'aurai d'autres questions sur les procès, et sur les grands procès. Il n'y a pas que le procès Eichmann auquel il assiste, il y a aussi Nuremberg, il y a aussi Pétain. Mais une question d'abord de Steve. Et si vous me permettez de changer de temporalité avec de la politification, à votre avis, comment Joseph Kessel décrirait l'Israël d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui retiendrait son attention ? Est-ce que c'est la Startup Nation ? Est-ce que c'est l'État allié des Émirats dans le Golfe ? Autre chose ? Alors, Kessel, on peut le définir par le titre d'un de ses livres, c'est « Témoin parmi les hommes ». C'était profondément un humaniste. Il s'intéressait beaucoup aux hommes. Et d'ailleurs, tous ses livres, et la force de ses livres, comme sur l'Afghanistan, comme sur l'Abyssinie, comme sur l'Éthiopie, comme sur l'Irlande ou l'Espagne ou l'Allemagne, c'est toujours des portraits humains très forts. Et ce qui l'a fasciné en Israël, à l'époque des pionniers, mais aussi à toutes les époques, c'est cet esprit pionnier. Alors, effectivement, dans la Startup Nation, il y a du pionnier. Il y a, j'ai un rêve fou, j'invente une application, une technologie, un process digital, et je vais conquérir le monde. Donc il y a un peu de folie. Donc ça l'amuserait. Mais c'est pas la technologie qui l'amuserait, c'est l'homme ou la femme qui a derrière, et sa chutzpah, son ambition, son courage aussi. Et il était très admiratif du courage et de l'engagement. Il faut dire aussi qu'il a eu une chance. Et vous serez d'accord là-dessus sûrement, c'est qu'il a vécu à une époque où les grands reportages étaient autorisés, étaient la règle. Tous les grands journaux envoyaient, tout frais payés, avec note de frais à l'infini. Il vivait très bien. Et il passait beaucoup de temps. Il pouvait passer
C'est plus comme aujourd'hui, Quelques mois. on n'a pas les budgets pour envoyer les gens plus de 3-4 jours. Ça n'est pas son cas. Il a vécu, François l'envoyé, par exemple, c'est François qui l'envoie quand il rentre par Haïfa et qu'il a son fameux tampon numéro 1, il est l'envoyé spécial de François pour 4 semaines. Pour 4 semaines. Donc, C'est tout à fait vrai. C'était une autre époque. Et François, à l'époque, tire à 3-4 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, si Le Monde tire à 300 000 exemplaires et Libération à 40 000 exemplaires, c'est le maximum. Donc la diffusion et l'impact de ces grands quotidiens nationaux, à une époque où la télévision est peu répandue, la radio est moins importante, et puis surtout qu'il n'y a pas les réseaux sociaux, les médias, et puis l'ensemble des radios libres comme celle-ci, effectivement, la première source d'information sont les grands quotidiens, dont François et dont Le Monde. Mais François est le plus vendu à l'époque. Donc un reportage en première page de Kessel sur Israël, il a beaucoup travaillé l'opinion publique française et le côté pro-israélien de l'opinion française de l'époque doit beaucoup à Kessel. Alors vous parliez de l'Ukraine tout à l'heure et moi j'ai découvert avec Olivier Weber qui a beaucoup écrit comme vous là-dessus que un des livres préférés de Joseph Kessel, c'était le livre de Vassili Grossman, Vie et Destin, qui est un grand reportage de guerre aussi. Enfin, c'est autre chose. C'est un grand roman, c'est une grande saga, mais c'est aussi un reportage de guerre sur Stalingrad, qui a documenté toute la période de la famine en Ukraine, famine qui a été fomentée par Staline. Donc, il lisait et il relisait Vassili Grossman. Tout à fait, et il avait raison. C'est un texte absolument sublime et essentiel. Alors, il disait j'ai deux belles choses. J'aimerais que vous commentiez cette phrase. J'ai fait deux belles choses dans ma vie: aider Israël à ses débuts et faire connaître les alcooliques anonymes. C'est vrai. Parce qu'il a fait aussi des reportages auprès des alcooliques. Il était un alcoolique. Il était vraiment un alcoolique. Mais c'était un alcoolique qui tenait bien. Oui. C'est-à-dire que quand ses amis décrivaient les soirées et les nuits passées avec Kessel, c'était incroyable. Il buvait plusieurs bouteilles de vodka dans la nuit. Il tenait le coup. Il cassait de nombreux verres, il tenait le coup, il rentrait chez lui, il dormait un peu et se mettait à écrire. Le problème, c'est qu'il a fait sombrer sa troisième femme comme ça dans l'alcoolisme, Michel, qui était une Irlandaise qu'il a connue à Londres. Et il en a été très triste, il a essayé de la sauver. Et c'est là où il a découvert les alcooliques anonymes aux États-Unis. Et il a ramené les alcooliques anonymes en France. Et c'est lui qui a créé l'association des alcooliques anonymes en France. Lui s'en est à peu près tiré, bien qu'il est mort à 81 ans d'une crise cardiaque. Donc c'est sûrement les excès d'alcool et de drogue aussi. C'était un opiomane. Et sa femme, par contre, est morte folle, jeune, à cause de son alcoolisme. Mais vous avez raison sur Israël, parce que au-delà des textes dont on a parlé, il accepte en 1972, il y a 74 ans, il accepte, à la demande des éditions Talendier et de son ami Jean Friedman, qui dirigeait Europe 1 à l'époque, de diriger une nouvelle collection historique qui s'appelait Les Combats d'Israël, qui est une revue mensuelle consacrée à Israël. Il a dirigé cette revue pendant 5 ans. Le premier numéro est publié le 22 janvier 1973, et il y a de grandes plumes qui participent, comme Georges Walter, Jacques Desrosiers, Courrières. Et il faut dire un mot de Jacques Desrosiers, parce que il était apparenté à Joseph Kessel. Je crois qu'ils étaient famille. Et en tout cas, il a hérité de lui cet amour du grand reportage et cet amour d'Israël. Il a suivi tous les combats d'Israël depuis la guerre de l'indépendance. Tout à fait. Et c'est une très belle revue que j'ai lue, et les reportages sont absolument exceptionnels. En plus, il y a des très belles photos, ce qu'il y avait assez peu à l'époque. C'est vraiment un illustré avec des photos et des textes. Kessel, dans cette revue, sur 50 numéros, écrira que 2 textes, mais c'est lui qui l'anime. Et pour animer cette revue, alors il aimait bien les copains, il aimait bien l'alcool, il aimait bien la fête. Donc ils allaient le week-end à Deauville, au Normandie, tout frais payé par la maison d'édition. On voit plus ce genre de choses aujourd'hui. Et ils buvaient du whisky et de la vodka, et puis ils écrivaient leurs articles chacun de leur côté, et surtout ils allaient au casino jouer, et puis ils essayaient de sortir leurs papiers. C'est comme ça qu'ils y arrivaient.
Donc, alors, si vous avez voyez, rappelé c'est notre manière de faire du journalisme. Alors vous avez rappelé que il a couvert le procès Eichmann, et à l'inverse d'Hannah Arendt, tout le monde a vu qu'elle a passé 3 jours, quoi. Lui a passé beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et pas seulement le procès Eichmann, mais il a assisté au procès Nuremberg, il a assisté au procès Pétain. Et il a rédigé, mais vous l'avez déjà rappelé, avec son cousin Maurice Druon, Le chant des partisans. C'est de lui. Oui. Enfin, oui. C'est de lui, c'est des deux. C'est des deux. C'est sur une musique d'Anna Marley, il faut pas l'oublier. C'est elle qui compose cette musique au son russe, d'ailleurs qui plaît à Kessel tout de suite. C'est à la demande de son grand copain Emmanuel Dastier de la Vigerie. Et Emmanuel Dastier de la Vigerie, c'était un des fondateurs d'un des 3 grands réseaux de résistance qui était Libération. Et ils étaient très copains avant la guerre, d'ailleurs, Dastier et Kessel. Et ils étaient fumeurs d'opium ensemble. Et au début de la débâcle, en 1940, Kessel rencontre Dastier à Nice. Et Dastier dit que je vais créer un réseau de résistance. Et Kessel, il adore Emmanuel Dastier, il l'appelle Mani. Et il se dit, je ne veux pas faire de la résistance avec Mani. Opiomane comme il est, il va donner tout le monde. Donc, il ne rentre pas dans la résistance avec Dastier. Il rentre dans le réseau CART dans le sud de la France. Dastier crée Libération. Il se retrouve à Londres. Et quand Kessel finit l'Armée des Ombres, Dastier, évidemment, a beaucoup participé à l'écriture de l'Armée des Ombres. C'est un écrivain aussi, par ailleurs. Dastier lui dit, bon, non, tu as écrit le livre de la Résistance, tu vas écrire le chant de la Résistance. Et c'est comme ça, c'est une commande de Dastier qu'il écrit le chant des partisans. Et il faut le rappeler quand même, c'est pas forcément connu, c'est le 3e chant national, c'est le 3e hymne national. Après la Marseillaise et le chant du départ, le chant des partisans est le 3e hymne national, écrit par un juif russe, devenu français, décoré des 2 guerres. Alors, il faut dire quand même, puisque vous évoquez la période de la guerre, qu'on ne peut pas séparer l'évocation de Joseph Kessel de celle de Romain Gary, parce qu'il y avait une amitié littéraire très forte, une amitié littéraire et une amitié personnelle. Très personnelle. Et tout le monde cite aujourd'hui, pendant la campagne, y compris et surtout Madame Pécresse, qui adore citer Romain Gary, disant « Je n'ai pas une goutte de sang dans les veines, mais la France coule dans mes veines ». Joseph Kessel aurait pu dire la même chose. Exactement la même chose. Ils étaient tous les deux des juifs russes, nés russes et devenus français par naturalisation. Ils ont tous les deux été des héros, et Kessel a été un héros de la Première Guerre dans l'aviation, mais aussi un héros de la Seconde Guerre, parce qu'après avoir écrit l'Armée des Ombres et le chant des partisans, il s'engage dans les forces françaises libres aériennes comme navigateur, il a pourtant 45 ans, et c'est là où il rencontre Romain Gary, qui est pilote et qui est officier d'aviation aussi, et qui lui aussi est un juif russe, et qui lui aussi a grandi à Nice, et lui aussi était au lycée Masséna. Donc ça fait beaucoup de liens communs, ils ont 20 ans d'écart, 16 ans d'écart, parce que Gary est de 14, ils ont 16 ans d'écart, ils deviennent très copains, ils restent très amis toute leur vie. Et il y a évidemment beaucoup de points communs entre eux. À part que Kessel était... Et tous les deux ont Kessel était plutôt gai, tandis que Gary était un peu dépressif. Oui, et ils buvaient pas les mêmes alcools, manifestement. Non. Mais il faut dire que les deux aussi avaient impressionné le général de Gaulle, et qui en avait fait des... Je crois qu'il était... Enfin, non, alors, Gary était compagnon de la Libération. Gary était compagnon de la Libération, et Kessel ne l'était pas, parce qu'il est arrivé à Londres qu'en 1943. Il était résistant en France, mais il est arrivé à Londres qu'en 1943. Il fallait arriver plus tôt à Londres pour pouvoir être compagnon de la Libération. Mais il aurait pu l'être. Merci François Heilbronn. C'était Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Nous rendions hommage aujourd'hui avec François Heilbronn à Joseph Kessel à l'occasion de son entrée à la Pléiade et de l'apparition d'un livre qui réunit l'ensemble de ses reportages sur Israël et qui paraît aux éditions Artaud. Bonne journée à tous.